En 1138, un enfant voit le jour à Tikrit, en Mésopotamie. Personne ne sait encore que ce nouveau-né kurde va changer le cours de l'histoire. Son père Ayoub et son oncle Shirkuh sont des officiers au service des princes turcs, de simples soldats dans une région fragmentée où chaque ville obéit à un maître différent. Le monde musulman est déchiré. À Bagdad règne le califat abbasside sunnite. Au Caire domine la dynastie fatimide chiite. Entre les deux, les princes turcs se disputent les miettes de l'ancien empire. Cette division fait le bonheur des Francs qui, depuis 1099, occupent Jérusalem et ont créé des royaumes chrétiens en Terre sainte. Le jeune Salah al-Din, qu'on appellera Saladin, grandit à Baalbek puis à Damas. Il apprend le maniement des armes sous la tutelle de son père et de son oncle. La ville de Damas, centre culturel majeur de l'islam, devient son terrain d'apprentissage. Il fréquente les madrasas, étudie les textes sacrés, mais surtout observe comment le pouvoir s'exerce et se perd. En 1154, tout bascule. Nur ad-Din ibn Zengi unifie la Syrie sous son autorité. Ce prince turc incarne un projet nouveau, réunifier les musulmans pour expulser les croisés. La famille de Saladin rejoint naturellement ses rangs. Nur ad-Din n'est pas qu'un guerrier, c'est un stratège qui comprend qu'un empire divisé ne peut vaincre. Les années 1164 à 1169 marquent un tournant. Nur ad-Din envoie Shirkuh, l'oncle de Saladin, conquérir l'Égypte. Cette terre fertile est convoitée par tous. Les Francs y voient une proie facile. La dynastie fatimide déclinante n'inspire plus la crainte. Saladin accompagne son oncle dans ses expéditions successives. L'Égypte fatimide agonise. Le calife al-Hadid règne sur un pays miné par les intrigues et les luttes de pouvoir. Les vizirs se succèdent, assassinés les uns après les autres. Les Francs tentent d'en profiter. Le roi Amaury Ier de Jérusalem prend même le Caire en 1167, mais ne peut s'y maintenir. En mars 1169, Shirkuh remporte la victoire décisive. Il devient vizir, maître effectif de l'Égypte. Mais le vieux guerrier ne profite pas longtemps de son triomphe. Il meurt quelques semaines après sa nomination. Saladin, âgé de 31 ans, lui succède avec le titre d'Al-Malik al-Nasir, celui qui reçoit la victoire de Dieu. Le nouveau vizir déploie une habileté remarquable. Il ménage le calife al-Hadid tout en plaçant ses hommes aux postes clés. Les fonctionnaires égyptiens sont progressivement remplacés par des alliés sûrs. Saladin transforme l'administration, réorganise l'armée, contrôle les finances. En septembre 1171, quand al-Hadid meurt, Saladin est prêt. Il fait proclamer la fin du califat fatimide et le retour à l'orthodoxie sunnite. L'islam est désormais uni sous la bannière de Bagdad. Cette révolution religieuse et politique donne à Saladin une dimension nouvelle. Il n'est plus un simple gouverneur, mais le restaurateur de l'unité musulmane. Pour consolider sa position, il envoie son frère Turan Shah conquérir le Yémen. Cette expédition vers le sud sécurise ses arrières et lui offre un refuge potentiel en cas de revers. La mort de Nur ad-Din en mai 1174 ouvre une période cruciale. Le puissant émir de Syrie laisse un fils mineur, As-Salih Ismail al-Malik, âgé de 11 ans. Un eunuque nommé Gumushtigin devient régent et installe le jeune prince à Alep. La Syrie bascule dans l'instabilité. Le gouverneur de Damas se trouve pris en tenaille. D'un côté, Gumushtigin veut s'emparer de sa ville. De l'autre, le roi Amaury Ier de Jérusalem avance sur la Syrie pour profiter du chaos. Désespéré, il fait appel à Saladin. Le maître de l'Égypte hésite. Envahir la Syrie pourrait être perçu comme une trahison envers le fils de son ancien suzerain. Mais la situation l'y force. La Syrie sans dirigeant fort est une proie pour les Francs. En juillet 1174, Saladin quitte l'Égypte avec 700 cavaliers d'élite. Il marche vers Damas où la population l'accueille en libérateur. Pour gagner les cœurs, il distribue généreusement le trésor d'As-Salih. Les Damascènes découvrent un homme généreux qui paie ses soldats et respecte le peuple. Le 25 novembre 1174, Saladin fait son entrée triomphale dans la capitale syrienne. Maître de Damas, il ne s'arrête pas. En 1174, il prend Homs et Hama. En 1175, il se tourne vers Alep, mais les portes de la ville se ferment devant lui.
Le vizir Gümüştigin, désespéré, fait appel aux assassins, cette secte redoutée qui ne rate jamais sa cible. 2 tentatives d'assassinat échouent de peu. Saladin en réchappe par chance, mais la menace pèse constamment sur lui. Au printemps 1175, Saïf ad-Din Ghazi II, l'atabeg de Mossoul et chef de la famille Zengide, lance une contre-offensive. Il rassemble une coalition d'émirs de la Jazira et du Diyarbekir. Le 23 avril 1175, les 2 armées s'affrontent à Kurun Hama. Saladin remporte une victoire éclatante qui brise définitivement la puissance des Zengides. Cette bataille change tout. Saladin cesse de faire allégeance à As-Salih Ismail. Il fait frapper monnaie à son nom et ordonne que la prière soit dite en son honneur. Il se proclame prince souverain indépendant. Alep doit accepter son protectorat. Les années suivantes, Saladin étend méthodiquement son empire. En 1175, il prend Baalbek, la ville où son père fut gouverneur. En 1179, il repousse une attaque du sultan seldjoukide de Roum. En 1180 et 1181, la mort de 2 princes zengides à Mossoul et Alep lui ouvre de nouvelles opportunités, mais les querelles internes l'empêchent d'en profiter immédiatement. En 1182, Saladin reprend son offensive vers le nord. Édesse tombe, puis toute la Jazira. L'année 1183 marque sa prise de contrôle définitive sur Alep. En 1186, l'atabeg de Mossoul reconnaît formellement son autorité. L'unification est achevée. Du Nil à l'Euphrate, de l'Égypte au Yémen en passant par la Syrie et la haute Mésopotamie, Saladin règne sur un empire unifié. Les États latins d'Orient sont désormais encerclés. Saladin n'a jamais oublié sa mission première, chasser les Francs de Terre Sainte. Même pendant l'unification de la Syrie, il saisit chaque occasion de les combattre. Ces affrontements forgent sa réputation de champion du djihad. En novembre 1177 survient une opportunité. Le comte Thierry d'Alsace arrive avec son armée et les Francs lancent des opérations dans le nord de la Syrie contre Hama et Harim. Les espions de Saladin lui rapportent que les principales forces franques sont occupées loin de Jérusalem. Il décide de frapper au sud en partant d'Égypte. La garnison templière de Gaza résiste et Saladin laisse la ville pour assiéger Ascalon. Mais le roi Baudouin IV le lépreux, prévenu à temps, a réuni une petite armée. Le 25 novembre 1177, les 2 camps s'affrontent à Montgisard. Contre toute attente, Baudouin remporte une victoire écrasante. L'armée de Saladin est mise en déroute. Le sultan échappe de peu à la capture et doit fuir vers l'Égypte. Cette défaite humiliante marque profondément Saladin qui jure de prendre sa revanche. Les années suivantes alternent entre trêves précaires et escarmouches. Baudouin IV, malgré sa lèpre qui ronge son corps, se révèle un adversaire redoutable. Saladin apprend à respecter ce roi malade mais courageux. En 1179, il fortifie ses positions. En 1180, il lance plusieurs raids qui testent les défenses franques. Une trêve est signée en 1184 entre Saladin et Baudouin IV. Le royaume de Jérusalem obtient un répit. Mais cette paix fragile repose sur des fondations instables. Baudouin IV meurt le 16 mars 1185. Son neveu Baudouin V, un enfant de 8 ans, lui succède mais décède à son tour en 1186. Le trône échoit à Guy de Lusignan, époux de Sibylle, sœur de Baudouin IV. Guy de Lusignan est un roi contesté. Raymond III de Tripoli, qui espérait la régence, refuse de lui prêter hommage. Les barons francs se divisent entre partisans et opposants du nouveau roi. Cette discorde est une aubaine pour Saladin qui observe attentivement les faiblesses de ses ennemis. Renaud de Châtillon incarne tout ce que Saladin déteste chez les Francs. Ce seigneur d'Outre-Jourdain et de Montréal multiplie les provocations. Fin 1186 ou début 1187, il brise la trêve en attaquant une caravane qui voyage du Caire vers Damas sous forte escorte. Les pèlerins sont dépouillés, certains sont tués, d'autres réduits en esclavage. Saladin demande officiellement réparation et la restitution du butin et des prisonniers. Les seigneurs francs refusent de l'entendre. Renaud n'a aucune intention de rendre son butin. Guy de Lusignan, roi faible, ne peut ou ne veut pas contraindre son vassal turbulent. Cette insulte donne à Saladin le prétexte qu'il attendait. Le sultan se considère délié de toute obligation de respecter la trêve. En mars 1187,
il rassemble ses troupes à Damas et lance une offensive. Il marche vers les terres d'Outre-Jourdain et assiège les forteresses de Montréal et de Kérak, fief de Renaud, dont il s'empare. Puis Saladin prend la direction du comté de Tripoli. Le 30 avril 1187, conformément à leur alliance, il demande à Raymond de Tripoli de laisser ses éclaireurs faire une reconnaissance près du lac de Tibériade. Le comte, embarrassé par cette alliance de circonstances avec le sultan musulman, ne peut refuser. Il exige cependant que les soldats musulmans quittent son territoire avant le soir et ne s'en prennent ni aux biens ni aux personnes. Le 1er mai, 7000 cavaliers musulmans passent sous les murs de Tibériade. Sur le chemin du retour, il rencontre 150 chevaliers templiers et hospitaliers qui viennent d'attaquer une colonne près de Séphorie, au nord de Nazareth. Gérard de Ridefort, maître de l'ordre du Temple, commet l'erreur fatale de lancer l'assaut malgré l'infériorité numérique écrasante. Le massacre est total. Roger de Moulins, supérieur des hospitaliers, meurt percé de flèches et d'un coup de lance dans la poitrine. Jacques de Mailly, maréchal du Temple, tombe au combat. Des 150 chevaliers et sergents montés, seuls 5 templiers, dont Gérard de Ridefort, et 3 hospitaliers parviennent à s'enfuir. Cette bataille de la fontaine du Cresson révèle la supériorité tactique des troupes de Saladin et l'arrogance suicidaire des Templiers. Cette défaite cinglante force enfin les barons francs à oublier leurs dissensions. Le danger est trop grand. Fin juin 1187, ils réunissent leurs forces pour affronter les musulmans. Une armée imposante se rassemble, plus de 2000 chevaliers, 13 000 piétons, soutenus par environ 4000 mercenaires musulmans. Les ordres militaires fournissent 600 chevaliers. Guy de Lusignan prend le commandement. À ses côtés se trouvent Raymond de Tripoli, Renaud de Châtillon, Gérard de Ridefort, Guillaume de Montferrat et la fine fleur de la chevalerie franque. Le 2 juillet 1187, Saladin lance son offensive. Il assiège Tibériade avec plus de 30 000 hommes. La ville tombe rapidement, mais la forteresse résiste. La femme de Raymond de Tripoli s'y trouve assiégée. C'est exactement ce que Saladin veut, attirer les Francs hors de leur position fortifiée. L'armée franque campe à Séphorie, position défensive idéale avec accès à l'eau et aux vivres. Le soir du 2 juillet, Guy de Lusignan convoque un conseil. Les 3 gendres de Raymond veulent secourir leur mère, assiégée à Tibériade. Mais Raymond s'y oppose avec véhémence. Il connaît le piège de Saladin. Les Sarrasins seront épuisés par leur marche sur des routes poussiéreuses et brûlantes. Ils souffriront cruellement du manque d'eau. Raymond déclare qu'il préfère perdre Tibériade et tout ce qu'elle contient plutôt que l'unique armée du royaume. Son conseil est sage, mais Gérard de Ridefort le contredit violemment. Le grand maître des Templiers accuse Raymond de lâcheté et de trahison. Il pousse Guy de Lusignan à marcher au combat. Le roi faible cède à la pression. Cette décision condamne l'armée franque. Le 3 juillet à l'aube, l'armée se met en route. Divisée en 3 corps, elle avance vers Tibériade sous un soleil de plomb. La chaleur est accablante. Saladin a fait combler les puits et empoisonner les points d'eau. Les réserves s'épuisent rapidement. Les hommes souffrent horriblement de la soif. Les cavaliers musulmans, sans jamais engager le combat frontal, harcèlent la colonne de tous côtés. Leurs flèches pleuvent sur les Francs, blessant hommes et chevaux, ralentissant la marche. Cette tactique est redoutable. Les chevaliers lourdement armés ne peuvent rattraper les cavaliers légers qui fuient puis reviennent à l'attaque. Au soir du 3 juillet, épuisée, assoiffée, l'armée n'a parcouru que la moitié du chemin. Guy de Lusignan propose de rejoindre le village de Hattin où se trouve un point d'eau. Mais Saladin, fin stratège, lui barre la route. À la nuit tombée, les Francs sont obligés de bivouaquer au milieu des pierres brûlantes, sur le sable desséché, près des cornes de Hattin, 2 collines qui dominent la plaine. Toute la nuit, les attaques de harcèlement se multiplient. Les musulmans empêchent les Francs de dormir pour la 3e nuit consécutive. Les cris, les flèches, les charges soudaines maintiennent les soldats sur le qui-vive. Au matin du 4 juillet, les croisés sont épuisés, déshydratés, démoralisés. Saladin déploie son armée autour des Francs piégés. Il fait allumer des feux dans les broussailles sèches. Le vent pousse la fumée vers les chrétiens. La chaleur devient insupportable. La soif torture les hommes. Les chevaux, privés d'eau, commencent à mourir.
L'armée franque se désagrège progressivement. Raymond de Tripoli tente une percée avec son avant-garde. Les musulmans ouvrent leurs rangs pour le laisser passer puis se referment derrière lui. Raymond parvient à s'échapper avec une poignée d'hommes, mais il abandonne le reste de l'armée à son sort. Cette fuite brise le moral des Francs. Les chevaliers tentent des charges désespérées pour atteindre le lac de Tibériade visible au loin. Chaque fois, ils sont repoussés avec de lourdes pertes. La piétaille, terrorisée, commence à fuir en désordre. Beaucoup sont massacrés dans leur fuite. Les survivants se réfugient sur les cornes de Hattin, où ils tentent une dernière résistance. La tente royale, symbole du commandement, est renversée. Le roi Guy de Lusignan et les grands barons se retranchent dans la forteresse de Tibériade. Le 5 juillet, sans espoir de secours, ils se rendent à Saladin. Parmi les prisonniers, Guy de Lusignan, Renaud de Châtillon, Gérard de Rittefort, Guillaume de Montferrat et toute la noblesse franque. Le sultan se montre d'abord courtois envers les nobles captifs. Il offre à Guy de Lusignan de l'eau glacée, selon la coutume qui veut que celui qui offre à boire garantit la vie sauve. Mais quand le roi tend la coupe à Renaud de Châtillon, Saladin la lui arrache des mains. Il n'a pas offert à boire à ce bandit et ne lui doit donc rien. Saladin interpelle Renaud. Il lui rappelle toutes ses exactions, les caravanes pillées, les trêves rompues, les pèlerins massacrés. Renaud reste arrogant et refuse de demander pardon. Saladin tire alors son épée et le décapite de sa propre main. Le corps du seigneur d'Outre-Jourdain s'effondre. Ce meurtre rituel venge toutes les insultes subies. Tous les templiers et hospitaliers survivants, environ 300 moines soldats, sont séparés des autres prisonniers. Saladin les fait décapiter sur la place publique. Ces ordres militaires sont les ennemis les plus acharnés de l'islam et il refuse de les voir survivre. Seul Gérard de Rittefort échappe à l'exécution car Saladin compte le libérer contre rançon. Les Turcoples, soldats d'origine musulmane qui combattent pour les Francs, sont également décapités comme traîtres à leur foi. Les nobles francs sont conduits à Damas en vue d'être libérés contre rançon. Les simples soldats sont réduits en esclavage ou exécutés. L'armée franque a été anéantie. La victoire de Saladin à Hattin est totale et change le rapport de force en Terre Sainte. Après Hattin, les États latins d'Orient sont sans défense. Saladin lance immédiatement ses troupes à la conquête des villes et forteresses franques. En quelques semaines, Acre, Nazareth, Césarée, Haïfa, Jaffa, Ascalon tombent les unes après les autres. Les garnisons, déjà affaiblies par les prélèvements d'hommes pour l'armée de Guy de Lusignan, ne peuvent résister. Le 20 septembre 1187, Saladin arrive devant Jérusalem avec pas moins de 12 machines de siège. La ville est presque totalement privée de guerriers professionnels. Balian d'Ibelin, jeune chevalier émérite, prend le commandement de la défense. Il arme les bourgeois, organise la résistance, fait renforcer les murailles. La garnison se bat avec l'énergie du désespoir. Chaque assaut musulman est repoussé au prix de lourdes pertes. Mais le déséquilibre des forces est trop grand. Après plusieurs jours de combat, Balia comprend que la ville ne pourra tenir longtemps. Il demande à négocier. Saladin hésite. Il pourrait prendre la ville d'assaut et la livrer au pillage comme les croisés l'ont fait en 1099. Mais il se souvient du massacre de 1099, où près de 70 000 musulmans et juifs furent égorgés par les croisés. Il veut montrer que l'islam est plus noble. Les négociations aboutissent le 2 octobre 1187. Saladin accepte la reddition en échange d'une rançon. 10 dinars pour un homme, 5 pour une femme, 1 pour un enfant. Ceux qui peuvent payer sont libres de quitter la ville avec leurs biens et de gagner un territoire chrétien. Les chrétiens d'Orient peuvent rester dans la ville. Les lieux saints chrétiens seront préservés. Selon les mœurs du temps, Saladin libère les plus riches habitants contre des rançons appréciables, mais des milliers de pauvres ne peuvent payer. Saladin rachète de ses propres deniers le nourrisson d'une jeune prisonnière franque pour le réunir à sa mère. Ce geste de générosité frappe les chroniqueurs chrétiens. Jérusalem redevient musulmane après 88 ans de domination franque. Saladin fait nettoyer l'esplanade des mosquées, restaurer le dôme du rocher, installer des institutions islamiques. La ville n'est pas pillée. Aucun massacre n'a lieu. Cette clémence renforce la réputation de Saladin comme souverain juste et noble. Seules quelques villes échappent à Saladin.
Tyr, défendu par Conrad de Montferrat, qui a su organiser une défense efficace, Tripoli et Antioche. En novembre 1187, Saladin met le siège devant Tyr, mais les Francs réussissent à incendier une partie de la flotte musulmane. Le sultan, dont l'armée doit être démobilisée à l'entrée de l'hiver, abandonne le siège. Ces bastions chrétiens survivront et permettront aux Francs de maintenir une présence en Terre sainte. La chute de Jérusalem provoque un choc en Occident. Moins d'un siècle après sa conquête, la ville sainte est reperdue. Le pape Grégoire VIII lance immédiatement un appel. Le 29 octobre 1187, la bulle Audita Tremendi proclame la troisième croisade. 3 monarques européens prennent la croix. Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire germanique, Philippe Auguste, roi de France, et Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Mais Henri II meurt le 6 juillet 1189, trahi par son fils Richard Cœur de Lion qui s'est allié à Philippe Auguste. C'est Richard qui hérite du trône d'Angleterre et part en croisade. Frédéric Barberousse prend la route terrestre par les Balkans et Constantinople. À 67 ans, le vieil empereur mène une armée impressionnante. Saladin s'inquiète de cette menace, mais le destin lui est favorable. Le 10 juin 1190, Frédéric se noie dans le fleuve Selef, en Cilicie, dans le sud de l'Anatolie. Il voulait simplement se rafraîchir dans l'eau. Sa mort brise la cohésion de l'armée germanique. Les soldats se dispersent. Seuls quelques milliers de survivants, dirigés par Frédéric de Souabe, fils de l'empereur, atteignent finalement Acre en octobre 1190. Dès sa libération en août 1189, Guy de Lusignan avait lancé une opération audacieuse. Avec une poignée de chevaliers dont Gérard de Ridefort, il met le siège devant Acre. Saladin, occupé ailleurs, n'a pas immédiatement réagi. Mais quand il comprend que Guy est sérieux, il accourt. Une situation étrange s'installe. Dans Acre se trouve la garnison musulmane. Autour d'Acre, l'armée assiégeante franque, et autour de celle-ci, les troupes de Saladin qui l'assiègent à leur tour. Progressivement, des renforts arrivent pour les croiser. Rescapés de la croisade germanique, contingents français et anglais qui ont devancé leur roi, Henri II de Champagne, neveu de Philippe Auguste, et Richard. Le siège s'éternise pendant 2 ans. Saladin lance de multiples attaques pour dégager la ville, mais ne peut briser le siège. Ses alliés et vassaux commencent à se lasser. Jamais campagne n'a été aussi longue, sans perspective de butin compensateur. Les trésors des États s'épuisent. Philippe Auguste débarque en Terre Sainte le 20 avril 1191. Richard Cœur de Lion arrive peu après, mais fait un détour par Chypre. L'île est gouvernée par Isaac Doukas Comnène, indépendant de l'Empire byzantin. Ce dernier adopte une politique hostile aux croisés et informe Saladin des mouvements de la croisade. Ces hommes pillent 2 navires anglais en perdition. Richard débarque à Limassol le 6 mai 1191 et entreprend de combattre Isaac. En 3 semaines, il conquiert toute l'île. Isaac est battu et capturé à Nicosie le 21 mai. Richard vend l'île aux Templiers pour 25 000 marcs d'argent. Cette conquête donne aux croisés une base solide en Méditerranée orientale. Quand Richard arrive devant Acre, la situation bascule. Le roi d'Angleterre apporte une armée fraîche et un commandement énergique. Les machines de siège anglaises pilonnent les murailles. Le 12 juillet 1191, après un siège de près de 2 ans, Acre capitule. La garnison musulmane négocie les termes de la reddition, livraison du butin contre l'assurance d'échapper au massacre et à l'asservissement. Les termes de l'accord stipulent également que Saladin doit relâcher les prisonniers francs, restituer la relique de la vraie croix et payer une forte rançon. À court d'argent, Saladin tente de gagner du temps en négociant délai sur délai. À bout de patience, Richard fait exécuter entre 2600 et 3000 prisonniers musulmans dans la plaine adjacente à la ville d'Acre, le 20 août 1191. Ce massacre renforce l'image de Richard comme souverain impitoyable. Philippe Auguste quitte la Terre Sainte peu après la prise d'Acre. Officiellement malade, en réalité il n'a jamais supporté d'être dans l'ombre de Richard. Il laisse sur place 10 000 hommes, sous le commandement d'Hugues III de Bourgogne. Avant son départ, il cède ses droits sur Acre à Conrad de Montferrat, qu'il soutient contre Guy de Lusignan dans leur querelle pour le trône de Jérusalem. Richard entreprend alors la reconquête du littoral.
Il avance méthodiquement vers le sud avec une armée de 20 000 hommes, chevaliers anglais, français et normands, contingent des ordres militaires, soldats italiens. Saladin tente de bloquer cette progression, mais la supériorité tactique de Richard se révèle. Le 7 septembre 1191, les deux armées s'affrontent à Arsouf, entre Jaffa et Césarée. Saladin déploie 20 000 hommes dans la plaine. Il lance ses cavaliers légers contre la colonne franque en marche. Les archers musulmans décochent des nuées de flèches sur les croisés. Mais Richard a prévu cette tactique. L'ordre de marche est précis. Les Templiers commandés par Robert de Sablé forment l'avant-garde, suivis des troupes angevines et bretonnes, puis Guy de Lusignan avec les chevaliers poitevins, les Normands, les Anglais, les Français avec le chevalier flamand Jacques d'Avesnes. Les Hospitaliers sous Garnier de Naplouse forment l'arrière-garde. Richard et Hugues de Bourgogne patrouillent le long de la colonne, prêts à intervenir. Richard interdit formellement de rompre les rangs ou de charger sans son ordre. Cette discipline est essentielle face aux charges désordonnées des musulmans qui visent à disperser l'armée franque. Pendant des heures, les croisés subissent le harcèlement des archers sans riposter. Les hospitaliers de l'arrière-garde souffrent particulièrement. Leurs chevaux tombent sous les flèches, leurs hommes sont blessés. Garnier de Naplouse supplie Richard de lui permettre de charger. Le roi refuse, attendant le moment opportun. Mais finalement, poussés à bout, deux chevaliers hospitaliers ne peuvent se retenir et chargent malgré l'interdiction. Richard comprend qu'il doit agir maintenant ou perdre la bataille. Il ordonne la charge générale. Les trompettes sonnent. Les lourds chevaliers francs en armure se lancent au galop contre les lignes musulmanes. Le choc est terrible. Les cavaliers légers musulmans ne peuvent soutenir l'impact des destriers bardés de fer. Ils rompent et fuient en désordre. Saladin tente de rallier ses troupes, mais la déroute est totale. L'armée musulmane abandonne le champ de bataille. Richard remporte une victoire décisive qui ouvre la route vers Jérusalem. Le prestige militaire du roi d'Angleterre atteint son apogée. Les chroniqueurs musulmans reconnaissent eux-mêmes la supériorité tactique de Richard ce jour-là. Après Arsouf, Richard reprend Jaffa et s'avance vers l'intérieur des terres. Il atteint Lydda, puis Ramla. Jérusalem est à portée. Mais Richard hésite. Prendre la ville est une chose, la tenir en est une autre. Il sait que sitôt la croisade terminée et les armées occidentales rentrées chez elles, Saladin reviendra assiéger la ville. Les fortifications de Jérusalem ne permettent pas une défense efficace contre des machines de siège. La ville manque d'eau et de ressources pour soutenir un long siège. En décembre 1191, Richard se replie vers la côte. Il préfère consolider les positions côtières, reconstruire les forteresses détruites par Saladin, assurer des bases solides pour les Francs. Cette décision stratégique déçoit les croisés qui rêvent de prier au Saint-Sépulcre. Mais Richard pense en tacticien, pas en pèlerin. L'année 1192 se passe en manœuvres et contre-manœuvres. Richard fortifie Ascalon, qui contrôle la route entre l'Égypte et la Syrie. Saladin comprend le danger. Si Richard tient Ascalon, les communications entre les deux parties de l'Empire musulman seront coupées. Il concentre ses efforts sur la destruction de cette ville clé. En juin 1192, Richard tente une deuxième marche sur Jérusalem. Il s'avance jusqu'à Beit Nouba, à 20 km de la ville sainte. De là, on aperçoit les murailles. Mais Richard se heurte à l'opposition de ses propres barons. Les Francs de Terre Sainte, menés par Raymond de Tripoli et les barons d'Orient, lui démontrent l'impossibilité de tenir Jérusalem à long terme. Ils exposent les arguments qu'ils connaissent bien pour vivre sur place depuis des générations. Jérusalem est loin de la mer. Ravitailler une garnison assiégée serait impossible. Les pèlerins qui viendraient de prier au tombeau du Christ seraient des proies faciles sur les routes contrôlées par les Sarrasins. L'armée croisée, formée de contingents européens, ne restera pas indéfiniment en Terre Sainte. Sitôt Richard parti, Saladin reprendra la ville. Richard se range à ces arguments. Le 4 juillet 1192, l'armée croisée fait demi-tour sans avoir attaqué Jérusalem. Cette décision brise le moral des simples soldats qui ne comprennent pas pourquoi leur roi refuse de prendre la ville sainte alors qu'elle est à portée. Le 27 juillet 1192, Saladin lance une attaque surprise sur Jaffa. La garnison résiste héroïquement, mais la ville tombe.
Seule la citadelle tient encore quand, le 31 juillet, Richard apparaît avec une petite flotte. Il débarque avec quelques dizaines de chevaliers et quelques centaines d'arbalétriers italiens. Cette troupe minuscule attaque la ville. L'audace de Richard prend Saladin de court. Les croisés reprennent Jaffa dans un assaut éclair. Puis le 5 août 1192, au matin, Saladin contre-attaque. Son armée entoure le campement de Richard, qui dispose d'à peine 2000 hommes, dont seulement 54 chevaliers montés. Richard déploie ses arbalétriers en 2 lignes. Les premiers tirent pendant que les seconds rechargent. Cette cadence de tir continue tient les musulmans à distance. Quand les cavaliers de Saladin chargent, les 54 chevaliers de Richard contrechargent avec une violence terrible. À 7 reprises, Saladin lance ses meilleurs cavaliers. À 7 reprises, Richard les repousse. Cette bataille de Jaffa devient légendaire. Les chroniqueurs musulmans racontent avec admiration comment Richard, sur son cheval blanc, galope le long des lignes ennemies en les défiant. Al-Adil, frère de Saladin, impressionné par la bravoure de Richard, lui envoie 2 chevaux frais lorsque sa monture est tuée. Ce geste chevaleresque incarne l'esprit qui règne parfois entre adversaires de cette guerre. Après Jaffa, les 2 camps sont épuisés. Richard reçoit de mauvaises nouvelles d'Angleterre. Son frère Jean Santerre intrigue pour prendre le pouvoir. Philippe Auguste en profite pour attaquer les possessions anglaises en France. Richard doit rentrer au plus vite. Saladin également ressent la fatigue. Ses émirs réclament la fin de la guerre. 3 ans de campagne ininterrompue ont vidé les trésors. Les troupes veulent rentrer chez elles. L'Empire musulman a besoin de paix pour se reconstruire. Les 2 souverains entament des négociations sérieuses. Le 2 septembre 1192, Richard et Saladin signent le traité de Jaffa. Les termes du traité reflètent l'équilibre des forces. Les Francs conservent une bande côtière allant de Tyr à Jaffa. Ascalon est démantelé, ses fortifications rasées, mais reste territoire neutre. Jérusalem demeure sous contrôle musulman, mais les pèlerins chrétiens non armés peuvent visiter les lieux saints. Ce traité déçoit les 2 camps. Les croisés n'ont pas repris Jérusalem. Saladin n'a pas expulsé les Francs de Terre Sainte. Mais c'est un compromis pragmatique. Les Francs maintiennent des positions côtières défendables. Saladin conserve l'essentiel et peut enfin démobiliser son armée. Le 9 octobre 1192, Richard embarque pour l'Europe. Il ne reverra jamais la Terre Sainte. En chemin, son navire fait naufrage près de Venise. Voyageant incognito à travers l'Europe, il est capturé en Autriche par Léopold V, duc qu'il avait insulté à Acre. Emprisonné pendant plus d'1 an, il ne sera libéré qu'en 1194 contre une rançon colossale de 150 000 marks d'argent. Saladin rentre à Damas épuisé. À 55 ans, les années de guerre l'ont usé. Il passe les mois suivants à réorganiser son administration, distribuer des terres à ses émirs, régler les affaires courantes de son empire. Mais sa santé décline rapidement. Le 20 février 1193, après avoir escorté une caravane de pèlerins revenant du Hadj, Saladin tombe malade. Une forte fièvre le terrasse. Pendant 10 jours, il lutte contre la maladie. Les médecins ne peuvent rien faire. Le 4 mars 1193, Saladin meurt à Damas entouré de ses proches. Quand on ouvre son trésor, on découvre qu'il ne contient qu'un seul dinar d'or et 40 dirhams d'argent. Le grand conquérant qui a régné sur un empire immense est mort presque sans le sou. Il a tout donné pour ses soldats, ses sujets, la cause de l'islam. Cette pauvreté finale renforce sa réputation de souverain juste et généreux. La mort de Saladin ouvre une période de trouble. Ses 17 fils se disputent l'héritage. Al-Afdal reçoit Damas. Al-Aziz obtient l'Égypte. Az-Zahir contrôle Alep. Les autres fils reçoivent des principautés plus petites. Cette division affaiblit l'empire que Saladin avait mis 15 ans à unifier. Les frères de Saladin, particulièrement Al-Adil, jouent un rôle majeur. Al-Adil, administrateur habile et général expérimenté, manœuvre entre ses neveux. En 1200, après 7 ans d'intrigues et de guerres civiles, il parvient à s'emparer du pouvoir. Il prend le titre de sultan et réunifie partiellement l'empire aïoubide. Mais l'unité forgée par Saladin ne sera jamais complètement restaurée. Les États latins profitent de cette division. Henri II de Champagne,
devenu roi de Jérusalem par son mariage avec Isabelle, veuve de Conrad de Montferrat assassiné, consolide les positions franques sur la côte. En 1197, une nouvelle croisade allemande, menée par Henri VI du Saint-Empire, conquiert Beyrouth et Sidon. Les Francs reprennent du terrain. Mais les croisades suivantes tournent au désastre. La quatrième croisade, lancée en 1202, dévie vers Constantinople. En 1204, au lieu d'attaquer l'Égypte, les croisés prennent et pillent Constantinople, capitale de l'Empire byzantin chrétien. Cet événement catastrophique divise définitivement la chrétienté et affaiblit le monde chrétien face à l'islam. La cinquième croisade, entre 1217 et 1221, vise l'Égypte. Les croisés prennent Damiette en 1219, mais s'enlisent dans le delta du Nil. Al-Kamil, fils d'Al-Adil et petit-fils de Saladin, les encercle et les force à se rendre en 1221. Cette victoire musulmane confirme la solidité de l'héritage stratégique de Saladin. Frédéric II du Saint-Empire mène la sixième croisade en 1228. Par la diplomatie plutôt que les armes, il obtient du sultan Al-Kamil la cession de Jérusalem, Bethléem et Nazareth pour 10 ans. Cette restitution temporaire montre que les successeurs de Saladin préfèrent la négociation au conflit prolongé. En 1244, Jérusalem retombe définitivement aux mains des musulmans. Le conflit entre Saladin et les croisés dépasse la simple lutte pour un territoire. Deux visions du monde s'affrontent. Pour les chrétiens d'Occident, la Terre sainte est le lieu des origines de leur foi. Jérusalem, où le Christ a été crucifié et ressuscité, représente le centre spirituel de la chrétienté. Perdre ces lieux saints est impensable. Pour les musulmans, Jérusalem est également sacrée. C'est là que Mahomet a effectué son voyage nocturne, Al-Isra, avant de s'élever vers les cieux lors du Mirage. Le dôme du rocher marque l'endroit d'où le prophète s'est élevé. La mosquée Al-Aqsa est la troisième mosquée la plus sainte de l'islam après la Mecque et Médine. Abandonner Jérusalem aux infidèles est une humiliation intolérable. Au-delà du religieux, des différences culturelles profondes séparent les deux camps. Les Francs importent le système féodal occidental en Terre sainte. Les seigneurs croisés construisent des châteaux massifs, exploitent les terres comme en Europe, maintiennent une séparation stricte entre conquérants et population locale. Beaucoup ne parlent ni arabe ni grec et vivent dans une bulle culturelle. Certains Francs s'adaptent, cependant. Les Poulains, descendants de croisés nés en Terre sainte, adoptent des coutumes orientales. Ils apprennent l'arabe, portent des vêtements légers adaptés au climat, mangent la cuisine locale. Ces Francs orientalisés sont regardés avec mépris par les nouveaux venus d'Occident qui les jugent mous et corrompus. Le monde musulman sous Saladin se caractérise par une centralisation du pouvoir. Le sultan contrôle l'armée, l'administration, la justice. Les émirs lui doivent allégeance et peuvent être déplacés selon les besoins. Cette structure permet une mobilisation rapide des ressources, mais crée aussi des tensions quand le pouvoir central faiblit. Sur le plan militaire, les différences sont frappantes. Les chevaliers francs combattent en armure lourde, à cheval, dans des charges massives. Cette cavalerie lourde est redoutable quand elle peut charger en terrain plat, mais elle manque de mobilité et souffre terriblement de la chaleur. Les chevaux, importés d'Europe, supportent mal le climat oriental. Les cavaliers musulmans privilégient la mobilité et le harcèlement. Montés sur des chevaux arabes légers et résistants, ils excellent dans les attaques rapides, le tir à l'arc monté, les retraites feintes. Ils évitent le combat frontal et épuisent l'adversaire par des raids constants. Cette tactique, héritée des nomades des steppes, se révèle parfaitement adaptée aux vastes espaces du Proche-Orient. Les ordres militaires incarnent la spécificité de la guerre des croisades. Templiers et hospitaliers sont des moines soldats, voués à la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Ils constituent une armée permanente en Terre sainte, contrairement aux barons féodaux qui ne servent que 40 jours par an. Leur discipline et leur expérience en font les troupes d'élite des Francs. Mais leur fanatisme religieux les pousse parfois à des actions suicidaires. Saladin respecte paradoxalement ses adversaires acharnés. Il admire leur courage même s'il déteste leur combat contre l'islam. Après Hattin, il les fait exécuter car il sait qu'ils ne cesseront jamais de combattre. Mais il honore leur mémoire comme celle de guerriers dignes.
La guerre entre Saladin et les croisés a des conséquences économiques majeures. Les États latins d'Orient contrôlent des ports stratégiques. Acre, Jaffa, Tyr. Ces villes sont des points de passage obligés pour le commerce entre l'Orient et l'Occident. Les épices, la soie, les parfums, les teintures transitent par ces ports. Les républiques maritimes italiennes, Venise, Gênes, Pise, en tirent d'immenses profits. Saladin comprend l'importance du commerce. Même en guerre, il maintient les routes commerciales ouvertes. Des trêves commerciales sont négociées séparément des trêves militaires. Les marchands chrétiens et musulmans continuent leurs échanges car les deux camps en profitent. Cet pragmatisme économique coexiste avec le fanatisme religieux. La guerre coûte extrêmement cher. Saladin doit entretenir une armée permanente de plusieurs dizaines de milliers d'hommes. Les cavaliers, les archers, les fantassins reçoivent une solde. Les machines de siège, les armes, les armures doivent être achetées ou fabriquées. Les fortifications coûtent des fortunes. Les trésors de l'Égypte et de la Syrie s'épuisent progressivement. Richard Cœur de Lion finance sa croisade par tous les moyens. Il vend des charges, des titres, des terres. Il lève des impôts extraordinaires en Angleterre. Il emprunte aux banquiers italiens. La prise de Chypre lui procure des revenus mais ne suffit pas. À son retour, l'Angleterre est ruinée et Richard doit trouver 150 000 marks pour sa rançon, somme colossale qui représente 3 années de revenus de la couronne. La guerre entre Saladin et les croisés génère une propagande intense des deux côtés. Les chroniqueurs chrétiens présentent les croisés comme des héros de la foi combattant les infidèles. Les musulmans sont dépeints comme des barbares cruels et fourbes. Seuls quelques auteurs, comme Guillaume de Tyr, tentent une certaine objectivité. Saladin bénéficie d'une image paradoxalement positive même chez les chroniqueurs chrétiens. Sa clémence lors de la prise de Jérusalem, contrastant avec le massacre de 1099, impressionne. Sa courtoisie envers les prisonniers nobles, sa générosité, son respect des trêves en font un adversaire respectable. Cette image sera encore embellie au siècle suivant. Les chroniqueurs musulmans, comme Baha ad-Din ibn Shaddad, secrétaire et biographe de Saladin, construisent l'image du sultan comme champion parfait du djihad. Pieux, juste, généreux, courageux, Saladin incarne toutes les vertus islamiques. Cette hagiographie masque les aspects plus pragmatiques et parfois cruels du personnage. Richard Cœur de Lion devient une figure légendaire en Occident. Son courage personnel, ses exploits militaires, sa générosité chevaleresque inspirent les troubadours et les poètes. Mais les chroniques occultent ses massacres, sa cruauté envers les prisonniers, son mépris pour ceux qui le contredisent. Le mythe du roi chevalier parfait éclipse la réalité plus complexe. Les récits de croisades mélangent faits historiques et éléments fantastiques. Des miracles se produisent régulièrement selon les chroniqueurs. Des visions célestes encouragent les combattants. La découverte de la Sainte Lance à Antioche en 1098 aurait galvanisé les premiers croisés. Ces éléments merveilleux servent à maintenir la foi et à justifier les sacrifices. Les populations chrétiennes d'Orient paient un lourd tribut au conflit. Syriaques, Arméniens, Grecs orthodoxes vivent en Terre sainte depuis des siècles. L'arrivée des croisés bouleverse leur existence. Les Latins imposent la primauté de Rome et du pape, marginalisant les églises orientales. Les patriarches orthodoxes sont remplacés par des prélats latins. Quand Saladin reprend les territoires, ces chrétiens orientaux se retrouvent en position délicate. Certains ont collaboré avec les Francs. D'autres sont restés neutres. La plupart cherchent simplement à survivre entre deux feux. Saladin les traite généralement avec tolérance. Il distingue entre chrétiens orientaux et francs venus d'Occident. Les premiers peuvent rester et pratiquer leur foi moyennant la jizya, l'impôt sur les non-musulmans. Les Juifs également subissent les conséquences du conflit. Massacrés par les premiers croisés en 1099, ils accueillent Saladin comme un libérateur en 1187. Le sultan autorise les Juifs à revenir s'installer à Jérusalem. Des communautés juives prospèrent, sous domination musulmane, dans les grandes villes. Mais elles restent vulnérables aux changements politiques. Les paysans musulmans et chrétiens,
qui constituent l'immense majorité de la population, souffrent des ravages de la guerre. Les armées des deux camps pillent les récoltes, réquisitionnent les vivres, détruisent les villages. Quand une région change de main, les habitants fuient ou se soumettent au nouveau maître. La vie quotidienne est rythmée par la violence et l'insécurité. Le conflit entre croisés et musulmans transforme l'architecture militaire. Les Francs construisent des châteaux d'un type nouveau. Le krach des chevaliers, construit par les hospitaliers, illustre cette évolution. Des murailles concentriques, des tours massives, des systèmes de défense en profondeur rendent ces forteresses presque imprenables. Saladin doit adapter ses techniques de siège. Il investit massivement dans les machines de guerre. Les mangonneaux, catapultes actionnées par des contrepoids, peuvent lancer des projectiles lourds contre les murailles. Les béliers protégés par des toits mobiles permettent d'enfoncer les portes. Les tours de siège, construites sur place, permettent aux assaillants d'atteindre le sommet des remparts. Le siège devient une science. Les ingénieurs étudient les angles d'attaque, calculent les trajectoires, planifient le creusement de mines sous les murailles. Les défenseurs répondent par des contre-mines, des sorties surprises, le versement d'huile bouillante sur les assaillants. Cette escalade technologique coûte des fortunes, mais s'avère décisive. Les ports fortifiés prennent une importance stratégique accrue. Acre, avec son double rempart et sa chaîne fermant le port, peut résister pendant des mois. Tyr, construite sur une presqu'île, est presque imprenable par voie terrestre. Ces places fortes côtières assurent la survie des États latins après 1191. Sans elles, les Francs auraient été totalement expulsés. La confrontation entre Saladin et Richard Cœur de Lion marque l'apogée et le début du déclin des croisades. Après 1192, aucune expédition n'atteindra l'ampleur et l'efficacité de la troisième croisade. Les tentatives suivantes échouent ou se transforment en aventures désastreuses comme la quatrième croisade contre Constantinople. Le royaume de Jérusalem survit sous forme réduite pendant un siècle. Acre devient sa capitale. Les Francs maintiennent une présence côtière mais ne contrôlent plus l'intérieur des terres. Cette situation fragile dure grâce aux divisions du monde musulman après Saladin. Les sultans ayyoubides se combattent entre eux, permettant aux Francs de survivre. L'émergence des Mamelouks change la donne. En 1250, ces esclaves soldats prennent le pouvoir en Égypte. Ils unifient Égypte et Syrie sous leur autorité. Baybars, devenu sultan en 1260, lance une campagne systématique contre les Francs. Les châteaux croisés tombent les uns après les autres. Le krach des chevaliers, réputé imprenable, tombe en 1271. Le 18 mai 1291, Acre, dernière grande place forte franque, capitule après un siège sanglant. Les Templiers se battent jusqu'au dernier dans leur forteresse. Quand les murs s'effondrent, ils meurent sous les décombres. Cette chute marque la fin des États latins d'Orient. Les croisés quittent définitivement la terre sainte continentale. Seuls Chypre et Rhodes resteront aux mains des ordres militaires. L'héritage du conflit entre Saladin et les croisés marque profondément l'histoire. Les deux civilisations gardent la mémoire de ces affrontements. Pour l'Occident chrétien, les croisades incarnent l'expansion de la chrétienté et l'affirmation de la chevalerie. Pour le monde musulman, Saladin devient le symbole de la résistance face à l'invasion étrangère. Les traces matérielles subsistent. Les châteaux croisés dominent encore le paysage du Proche-Orient. Les murailles de Jérusalem, reconstruites par Soliman le Magnifique, suivent en partie le tracé des fortifications de l'époque des croisades. Les mosquées restaurées par Saladin témoignent de son œuvre. Au-delà des pierres, c'est la mémoire collective qui porte l'héritage. Saladin reste vénéré dans le monde arabe comme le dirigeant qui a su unifier les musulmans et repousser les envahisseurs. Sa tombe à Damas attire des visiteurs. Son nom est donné à des places, des rues, des écoles. Des dirigeants modernes se réclament de son exemple. Pour les Occidentaux, les croisades représentent une époque d'héroïsme et d'aventure. Richard Cœur de Lion reste un héros légendaire. Les ordres militaires, particulièrement les Templiers, fascinent l'imaginaire populaire. Cette vision romanesque masque souvent la brutalité réelle de ces conflits. L'histoire de Saladin contre les croisés illustre comment la guerre, même religieuse, n'exclut pas les relations humaines complexes. Saladin et Richard se sont respectés mutuellement malgré leurs combats. Des trêves ont été négociées, du commerce a continué,
des gestes de courtoisie ont été échangés. Cette humanité au cœur de la violence montre que même dans les pires conflits, les hommes restent capables de reconnaître la valeur de leurs adversaires. Le choc entre Saladin et les croisés n'a pas abouti à la victoire totale de l'un ou l'autre camp. Ni les Francs n'ont pu établir durablement leur domination sur la Terre sainte, ni les musulmans n'ont pu les en expulser immédiatement. Cette situation d'équilibre instable a duré 2 siècles, alternant périodes de guerre et de paix précaires. L'histoire retient que Saladin a réussi là où ses prédécesseurs avaient échoué, unifier le monde musulman et reprendre Jérusalem. Richard a sauvé ce qui pouvait l'être des États latins et assuré leur survie pendant 1 siècle supplémentaire. Les 2 hommes ont marqué leur époque et l'histoire se souvient d'eux comme de grands souverains, chacun dans son camp, qui se sont affrontés dans un conflit qui a façonné le Proche-Orient pour les siècles à venir.